Vous n'êtes pas sans savoir, pour les anciens de la chaîne, que j'aimais beaucoup la télé-réalité. J'ai arrêté depuis quelques années. Tout est devenu trop scripté, j'étais clairement plus la cible. Et donc, en souvenir du bon vieux temps, je vous propose de découvrir la toute première télé-réalité du monde, An American Family. Elle est bien plus ancienne que les Big Brother et autres Secret Story, puisqu'elle date du début des années 70. Et vous verrez que le chapitre final de cette émission, le véritable clap de fin, est assez triste. C'est néanmoins très touchant. Découvrez aujourd'hui la triste histoire d'An American Family. Years ago, PBS broadcasted 12. Et oui les amis, vous avez l'habitude maintenant, on saupoudre à l'occasion de notre chaîne de sujets autres que du pur true crime. Voilà, allez-y si ça vous énerve, allez-y si vous appréciez, faites-vous plaisir en commentaire, mais n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence les amis, direction pour ne pas changer les États-Unis. Nous sommes au tout début des années 70, à cette époque la télé-réalité n'existe pas encore. Les deux sitcoms phares de l'époque sont Leave It to Beaver et The Brady Bunch. Elles présentent des familles idéales, voire irréelles. La première suit les aventures, ou plutôt les mésaventures du petit Beaver, un garçon américain de la banlieue. Quant à la deuxième, elle suit le quotidien d'un veuf avec 3 garçons qui épouse une veuve qui a 3 filles. C'est édulcoré, c'est plein de bons sentiments. Les problèmes rencontrés sont de faux problèmes et chaque épisode, comme pour la première sitcom, est un ramassis de bons sentiments avec des morales qui enfoncent littéralement des portes ouvertes. Et il y en a un, Craig Gilbert, un producteur d'émissions télé, qui en a un peu marre de tout ça. Il a depuis un bon moment déjà une idée en tête, une idée qui l'obsède. Il a la vision, comme on dit, et né dans son esprit fertile, une idée de programme d'un nouveau genre. Une sorte de programme hybride qui suivrait des inconnus dans leur quotidien. Il ne comprend pas pourquoi la télévision et sa flopée de programmes présentent toujours les Américains sous un angle édulcoré. Il s'est dit, mais pourquoi on ne parle jamais des problèmes du quotidien? La vie est faite d'aspérité, de bonheur comme de peine. Et ne présenter que les côtés positifs de la vie, c'est selon lui trahir le téléspectateur, lui faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que c'est rarement le cas. Il veut du vrai, de l'authentique. Et ce qui l'a inspiré au-delà de sa propre vie, c'est un documentaire très récent, A Married Couple, d'Alan King, diffusé en 1969, qui suivait 10 semaines durant un mariage en crise. Craig se dit que ce documentaire, c'est une bonne base, mais qu'il préférerait, lui, suivre une famille. Il n'y a rien de mieux, selon lui, pour aborder les vrais problèmes, les vraies préoccupations des Américains. C'est un concept assez voyeuriste pour l'époque que de proposer aux spectateurs de regarder par le trou de la serrure d'un foyer lambda. Mais il en est sûr, ça va marcher. Il ne sait pas encore quelle famille, mais il a une idée bien précise de ce qu'il veut. Il veut la même que celle du roman qu'il vient tout juste de lire, The Underground Man, de Ross MacDonald. C'est l'histoire d'un détective engagé par une mère pour retrouver son fils disparu de 6 ans et c'est une famille dysfonctionnelle qui est au cœur de l'intrigue. C'est ça que Craig veut et les familles parfaites qui fleurent bon la lavande, de toute façon elles existent déjà, elles sont dans toutes les sitcoms. Craig ne recherche donc pas la perfection et il sait que ce qui fera le succès ou non de son émission, c'est justement la famille. Il doit donc trouver la famille imparfaite, parfaite. Une famille dont les aventures passionneront les téléspectateurs. Greg s'est déjà fait un nom dans le domaine des documentaires télé. Il a donc la confiance des investisseurs et du groupe propriétaire de la chaîne PBS, à savoir WNET. Frappant de porte en porte avec son idée de programme révolutionnaire, il réussit l'exploit de réunir la somme mirobolante d'1,2 million de dollars afin de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions son programme. Bingo, il n'a plus qu'à se rebrousser les manches et partir à la recherche de sa famille parfaitement imparfaite. Mais il la veut quand même représentative des Américains. Elle doit parler à tout le monde, chacun doit pouvoir s'identifier à elle, mais pas trop. Le but c'est quand même de faire rêver un peu. Il table donc sur une famille de la classe moyenne supérieure,
une famille télégénique. Alors il va poster des annonces et aller à la rencontre de dizaines de familles. Il rencontre donc une première famille, puis une autre, etc., etc. Et à la 20e, il désespère un peu. Le coup de cœur qui l'attend n'arrive pas. Il se demande même si la famille de ses rêves existe. Et c'est à la 25e famille qu'il trouve enfin son bonheur. Il s'agit de la famille Loud. Elle est composée des parents, Pat et Bill. La maman est mère au foyer et le père dirige sa propre société de matériaux de construction. Quant aux enfants, ils sont 5. Il y a 2 filles et 3 garçons âgés de 14 à 20 ans. C'est une famille de rêve, télégénique à souhait, au cadre de vie des plus privilégiés. Ils ont une belle maison, 4 voitures, une piscine, 2 chiens, 2 chats et un cheval. Le slogan était d'ailleurs à peu près le suivant: une famille riche et éclatante de brillance comme un dentifrice à la sauce californienne. Elle incarne littéralement le rêve américain. Rappelons qu'on est encore en pleine période dite des 30 glorieuses. À cette époque, les pays développés connaissent une forte croissance économique, c'est le plein emploi. L'augmentation du niveau de vie entraîne un phénomène de surconsommation. Tout le monde veut sa télé, sa voiture, son frigo, sa cuisine équipée et j'en passe. Et Craig estime que la famille Loud est l'ambassadrice parfaite de son époque. Ils sont beaux, ils sont éduqués, ils s'expriment bien, ont l'air d'avoir des vies trépidantes et bien remplies. Mais vous imaginez bien qu'il faut tout de même un peu de piment. Il faut une intrigue de base qui servira à tenir le téléspectateur en haleine. Et si Craig a choisi les Loud, c'est parce qu'en apparence, tout va bien, mais en réalité, les parents, Pat et Bill, sont au bord du divorce. Bingo pour Craig, il imagine d'ici l'intrigue de lancement 7 membres d'une même famille pas vraiment coupés du monde. Bill, Pat, Kevin, Grant, Delilah, Lance et Michelle, filmés dans une maison de 200 mètres carrés, 12 heures sur 24, par une dizaine de caméras et des dizaines de micros. Dans 7 mois, il n'en restera peut-être qu'un de par an. Est-ce vraiment la famille idéale ? C'est vous qui décidez. Voilà, maintenant que Craig a fait le plus gros du travail, il lui faut une équipe de tournage, une équipe du tonnerre. Il recrute un couple, Alan et Suzanne Raymond. Le premier est directeur de la photographie, c'est lui qui sera chargé de filmer. Quant à sa femme, elle sera responsable du son et ils seront aidés de plusieurs autres techniciens au besoin. Craig a eu tout le temps nécessaire pendant ces mois où il castait des familles d'affiner son concept. Il pense à un format d'une saison composé de 12 épisodes d'1 heure à raison d'un épisode par semaine et pour une immersion totale, il est impératif de suivre la famille sur une longue période. Il a tablé sur un suivi régulier, pour ne pas dire quasi quotidien, de 7 mois. La logistique a été un véritable sacerdoce. Il a fallu faire preuve d'inventivité. Ce type de tournage, c'était du jamais vu à l'époque. Et d'ailleurs, Craig et son équipe révolutionneront, sans le savoir, la manière de filmer de l'époque. L'équipe va opter pour des caméras légères afin qu'elles soient portatives et excitent. Les traditionnels microphones à fil ne seront utilisés que des microphones sans fil. Et le mot d'ordre, c'est la simplicité. Pas d'animateur, pas de voix off, les images, rien que les images. Craig estime qu'elles se suffisent à elles-mêmes. C'est un peu, si vous voulez, un ordre de comparaison, la même forme que l'émission Striptease. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette émission. Si vous avez du temps à perdre, je vous mets dans la description le lien du meilleur épisode ever. Et dites-moi si vous l'avez vu. Il est incroyable cet épisode, je crois que je l'oublierai jamais. Voilà, maintenant que tout est prêt, le tournage peut commencer et il démarre sur les chapeaux de roue le 30 mai 1971 et il doit se terminer le 31 décembre 1971. Il y a 2 lieux de tournage, le premier c'est à Santa Barbara où habite la famille Loud et le deuxième c'est à New York. L'un des fils, Lance, âgé de 19 ans, vient tout juste de s'y installer avec son meilleur ami et il est prévu qu'on suive en parallèle à sa famille ses péripéties. Et le choix de cette destination, New York, est tout sauf le fruit du hasard. Sachez que Lance voue une véritable adoration à Andy Warhol, La Factory et son célèbre groupe, le Velvet Underground, dont la chanteuse principale est, rappelons-le, Nico, qui n'est autre que la mère d'Harry Boulogne, qui n'est autre que le fils illégitime d'Alain Delon. Et dans les années 60 à 70, Andy Warhol, La Factory et le Velvet Underground représentent à eux seuls la culture underground de New York. Au-delà d'un courant artistique, c'est un véritable mode de vie. Cette sous-culture a attiré énormément de jeunes à New York.
ils veulent tous en être. Et donc l'idée de suivre Lance s'acclimater à New York, faire des rencontres, eh bien ça plaît à Craig, en sachant que Lance s'y était installé une poignée de mois avant le tournage. Il était censé occuper un poste de pigiste pour un magazine, mais finalement ça a été annulé. Et Lance fréquentait déjà à cette époque et assidûment l'un des hauts lieux de cette culture underground, à savoir le restaurant discothèque Max Kansas City, fréquenté par des musiciens, des poètes, des artistes et même des politiques. Craig se dit que c'est parfait, que ça parlera aux jeunes, et suivre le reste de la famille, eh bien ça parlera à tout le monde, à la fois aux petits et à la fois aux grands. Voilà, c'est parti, le tournage commence enfin. Déjà, bonne nouvelle, les Loud ont l'air de jouer franc jeu. Si au début c'était un peu compliqué pour eux d'être filmés, entourés d'étrangers, ils arrivent néanmoins à rester naturels face à l'objectif. Avec les semaines qui passent, ils oublient même la présence des caméras. Personne ne dit aux Loud quoi faire, ni quoi dire. Leur quotidien est filmé tel quel, sans artifice. Et comme les Loud sont filmés dans leur quotidien, presque quotidiennement pendant 7 mois, eh bien vous imaginez bien qu'ils sont amenés à parler de tout, de politique, de sexe, d'amour, d'amitié, de travail et j'en passe. Mais la présence des caméras ne va pas arranger les affaires du couple Loud. Pat, la maman, n'est pas heureuse. Après plus de 20 ans à s'occuper des siens, elle a désormais la sensation d'être un poisson qui tourne en rond dans son bocal. C'est un peu une sorte de Cendrillon. Elle s'est toujours occupée de tout, du bien-être de son mari, de ses enfants, des tâches ménagères et j'en passe. Alors imaginez déjà la tâche quand on doit s'occuper au quotidien de 6 personnes et chacun va qu'à ses occupations, sauf elle. C'est comme si elle regardait les autres vivre leur vie sans vraiment vivre la sienne. Après 21 ans à se consacrer à ce qu'elle aime, Pat aimerait penser un peu à elle. Et elle s'est rendue compte que si elle ne pensait pas à elle, eh bien, personne n'allait le faire pour elle. Pat est âgée d'une petite quarantaine d'années, donc Pat aimerait se trouver un travail, elle aimerait avoir la fierté de gagner son propre argent et qui sait, avoir un jour une vie sociale. Elle dira lors du tournage, je cite, « Les épouses d'hommes de la classe moyenne occupent une position particulièrement discutable. Bien éduquées et très intelligentes, elles sont contraintes d'occuper une position dans laquelle elles ne peuvent ni travailler, ni assumer une véritable indépendance. Lorsque les enfants grandissent, elles se retrouvent avec une vie vide et il arrive souvent qu'elles divorcent. » Fin de citation. Et ce que ressent Pat, nombre de femmes de l'époque le ressentent. La place de la femme dans la société était petit à petit en train de changer, d'évoluer. On était vraiment à la croisée des chemins et Pat était la représentation parfaite de tout ça. Et donc, pour son couple, c'est l'opération de la dernière chance, ça passe ou ça casse. Bill, le patriarche, est quant à lui d'un tout autre avis. Il veut absolument sauver son mariage. Et au début, je m'étais dit, mais quel homme, vraiment, c'est un bon père de famille. Il ne fuit pas aux premiers accros, papier du divorce à la main. Mais je me suis vite rendu compte que s'il pense ainsi, s'il veut que les choses restent en l'état, c'est parce qu'il a le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la crémière. Parce qu'à l'inverse de Pat, lui, déjà, il a une vie bien remplie, une vie des plus épanouissantes puisqu'il voyage beaucoup, il est à la fois responsable de sa société mais également commercial, il se déplace aux 4 coins du pays pour vendre ses matériaux, il a beaucoup d'amis, il sort souvent et il n'a eu de cesse durant son mariage de tromper Pat. Avant même le tournage, la pauvre Pat ne comptait plus les fois où les maîtresses de son mari avaient eu l'audace de l'appeler à la maison pour se plaindre d'avoir été larguée par son mari. Mais ça, Bill, il le minimise, il s'en moque. Et puis de toute façon, Pat aussi, elle a fini elle aussi par être lassée de tout ça. Tiens, encore une maîtresse. Bon. Et Bill ne comprend pas pourquoi sa femme n'est pas satisfaite de sa vie après tout. Elle n'a rien à faire. Elle a tout ce que tout le monde peut rêver d'avoir, une piscine, de l'argent, de beaux enfants, de beaux vêtements. Et puis pour lui, se marier, c'est pour la vie. Fidèle à lui-même, Bill, au demeurant très sympathique, ne fait rien pour changer les choses, si bien qu'en cours de tournage, l'inévitable se produit, Pat demande le divorce et Bill s'en va vivre ailleurs. Bingo pour Craig, j'irai pas jusqu'à dire qu'il s'en est réjoui, mais disons que ça arrangeait quand même assez bien ses affaires. Il sait que ce divorce fera beaucoup de bruit à sa diffusion. Et puis, oh surprise, voilà qu'en plein tournage se produit un événement des plus inattendus. Un moment qui va littéralement marquer l'histoire de la télévision américaine. C'est quand Lance, qui souvenez-vous habite New York, fait face caméra son
Out. Et rappelez-vous les amis qu'on sort tout juste des années 60. Filmer un jeune homme en train d'annoncer à ses proches qu'il aime les hommes, c'est du jamais vu. Sans le poids du secret, Lance s'épanouit comme une fleur, il fait de nouvelles rencontres. Ces flirts deviennent même l'un des sujets principaux de l'émission. On le voit, chose assez folle à l'époque, se maquiller. Craig est ravi, plus que ravi même. Ça, pour être croustillant, ça croustille. Mais il y en a un qui voit tout ça d'un très mauvais œil, c'est Alan, le caméraman. Il va mettre le jeune Lance en garde dans le plus grand des secrets. Alan s'est pris d'affection pour lui. Et il est un peu comme un père de substitution pour le jeune adolescent qui est seul à New York. Et il le prévient. Il le prévient d'y aller mollo. Il lui dit qu'à la diffusion, il risque de déchaîner les passions. Craig, lui, n'en a rien à fiche des conséquences. Que ce jeune homme puisse être détruit par les critiques à la diffusion du programme, il s'en moque. Mais Alan, ça l'inquiète. Alors il ne va avoir de cesse d'essayer de tempérer le jeune homme pour le préserver d'une éventuelle vindicte populaire plus tard. Il ne veut pas le voir souffrir, mais Lance a l'insouciance de son jeune âge, il n'écoute pas Alan, il vit sa best life. Quant à sa famille, Pat, elle dira que le plus important, c'était qu'il soit heureux. La seule chose avec laquelle elle avait du mal, c'était son mode de vie à New York. Les fêtes, les soirées, elle avait peur. Et on peut dire qu'elle a eu du flair, mais ça, on y reviendra plus tard. Et puis le tournage se termine le soir du Nouvel An, tout le monde se quitte les larmes aux yeux, voilà une page qui se tourne, le couple Raymond et les Loud ont bâti des liens solides tout ce temps, alors c'est avec émotion qu'ils capturent les dernières images. C'est un total de 300 heures de rush que l'équipe de Craig doit traiter, c'est un travail titanesque qui prendra près d'un an. Courant 1973, l'émission est enfin programmée et annoncée par voie de presse. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, c'est le quotidien d'individus ordinaires qui est au centre d'un programme et sur une longue durée. C'est une révolution. Pour la première fois, la vie publique se mélange à la vie privée. La frontière entre spectacle et réalité disparaît. Tous les codes sont mélangés, séries, documentaires, fiction, non-fiction, films et télévision. Il est difficile de définir cet ovni qui arrive. L'appellation télé-réalité n'existant pas encore, l'émission est présentée comme une série documentaire. Avant même la diffusion du premier épisode, les réactions sont aussi diverses que variées. Les uns crient au scandale, au voyeurisme. Les autres se réjouissent à l'idée de voir un programme qui reflète enfin la réalité. Voilà, c'est différent, c'est rafraîchissant. Et d'autres encore adoptent l'attitude du wait and see. J'attends de voir avant de me prononcer. Mais imaginez quand même le cataclysme. Nous sommes en 1973 et souvenez-vous, en France, du tollé général qu'avait créé la diffusion de notre toute première télé-réalité, à savoir Love Story. Autant le rôle d'Alexia de la Roche-Joubert est un peu romancé dans la série Icône. Si vous avez Prime Video, je vous la conseille vraiment. Elle est top cette série. Autant l'accueil de la toute première télé-réalité et le scandale qu'elle a provoqué y est très bien retranscrit. Et je trouve que cette série illustre parfaitement à quel point certains étaient choqués, outrés, à quel point ils pensaient que ça pouvait représenter sur le long terme un véritable danger, l'abrutissement des masses. Se sont-ils trompés tant que ça? Malheureusement, je ne crois pas. Pourtant, c'est pas ce que je disais au début, mais j'ai consommé à l'appel ces programmes alors que j'étais ado, et je me suis rendu compte plus tard que un enfant qui regarde ce genre de programme, il n'a pas la distance que moi je pouvais avoir. Donc, un enfant peut s'inspirer de ce qu'il voit. Donc imaginez si Love Story a créé un scandale énorme, imaginez un petit peu le scandale qu'a créé An American Family. Bref, la diffusion du premier épisode est fixée au 11 janvier 1973 et plus la date approche et plus l'opinion publique et les médias s'enflamment. De nombreuses émissions font intervenir des spécialistes. C'est un véritable débat idéologique qui déchaîne littéralement les passions. L'émission, pas encore diffusée, attire tous les regards, certes, mais va-t-elle marcher pour autant? Le risque, déjà, c'est que ce soit un bide, et mettons que le premier épisode cartonne. Passez l'effet de surprise. Est-ce que les téléspectateurs seront toujours au rendez-vous les 3 mois que dureront l'émission? Pas sûr. Les cadres du groupe WNet, à qui appartient la chaîne PBS, retiennent leur souffle. Et donc j'ai regardé quelques épisodes pour me faire une idée. Et j'ai regardé ces épisodes après avoir fait mes recherches. Le premier épisode commence avec
Craig qui annonce face caméra le contexte de l'émission, qui sont les Loud, d'où viennent-ils, combien de temps ils ont été filmés, dans quel but, et puis ça commence direct avec le jour du Nouvel An. Le tout premier plan, c'est les enfants qui préparent à manger dans la cuisine, ils nettoient de la viande et ils discutent de la soirée à venir, chacun ayant invité ses amis. Le papa qui n'habite plus à la maison appelle Pat, bien que séparés, ça se sent. C'est évident qu'ils sont restés en très bons termes. Et en regardant cet épisode, je me suis dit, mais attends, est-ce que mes sources étaient correctes ? Je pensais que le tournage avait commencé en mai et qu'il s'était terminé donc au Nouvel An. Alors, je pensais que j'avais consulté de mauvaises sources. Et bim, après la soirée du Nouvel An, une voix off explique que tout a commencé 7 mois avant. Et là, on passe à une autre scène, effectivement filmée en mai dernier. Une scène très simple, avec le petit déjeuner du matin. Et je me suis dit, ah d'accord, tout s'explique. Et on balance ça comme ça aux téléspectateurs, sans le contexte que je vous ai apporté. Donc, première surprise pour le téléspectateur de l'époque, c'est que Bill et Pat sont toujours ensemble. Ils vivent alors sous le même toit, 7 mois avant la soirée du Nouvel An. Et j'ai trouvé l'utilisation de cette ellipse plutôt intelligente. On se demande de suite, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils ne soient plus ensemble ? Et il est vrai que le résultat est impressionnant, naturel. Les parents sont cool, ouverts d'esprit, mais très concernés par l'éducation de leurs enfants. Par exemple, Bill est désespéré qu'aucun de ses enfants n'ait accepté de travailler avec lui dans son entreprise en guise de petit boulot pour se faire un peu d'argent. Lui aurait aimé avoir un père lui offrant de telles opportunités, mais ses enfants s'en moquent. Alors Bill leur explique que si toi t'aimes la danse, toi t'aimes la guitare et toi t'aimes aller au ciné, etc. Et bien maintenant, c'est à vous de payer pour ça. Quant à Pat, elle en a marre qu'il soit H24 avachi devant la télé. Voilà, mais les enfants sont insouciants, on peut voir les filles à leur cours de danse classique, on peut voir la quasi-totalité des enfants en train de jouer de la musique, puisque les frères et sœurs ont un groupe, et j'ai vraiment eu l'impression de regarder un épisode de striptease. Donc pour moi, rien de nouveau sous le soleil, mais pour les Américains de l'époque, j'imagine le cataclysme. Et donc, qu'en est-il des audiences ? Eh bien, quand les résultats tombent, ils laissent Craig bouche bée. C'est un carton tonitruant. Plus d'une dizaine de millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit, tenez-vous bien, 70% des téléspectateurs, à savoir 7 Américains sur 10 disposant d'un téléviseur. Et jamais PBS, la chaîne qui a diffusé le programme, n'avait connu un tel succès. Et semaine après semaine, force est de constater que l'audimat reste inchangé. Jackpot. L'Américain moyen devant son téléviseur s'identifie au Loud, et si ça a été possible, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que si de l'extérieur la famille Loud est parfaite, qu'une majorité d'entre eux les aurait enviés, et bien au fur et à mesure des épisodes, en grattant comme ça un peu le vernis, ils se sont rendus compte, comme l'écrira si bien le journaliste Dennis Lim dans son article de 2011 paru dans le New York Times, que, je cite, le succès de l'émission a beaucoup à voir avec le fait que la vie des Loud semblait s'effondrer sous les yeux des Américains. Fin de citation. Et qu'au-delà de ça, ils ont les mêmes problèmes que tout un chacun, et que l'argent ne fait pas tout. Dans un article paru en 1973, toujours dans le New York Times, la famille Loud est même décrite comme confortablement ordinaire, tristement familière, le genre de famille à laquelle la plupart des Américains blancs de la classe moyenne peuvent s'identifier. Et il y a une scène en particulier qui va marquer les annales de la télévision américaine. Elle est même de nos jours classée parmi les 100 meilleurs moments télévisés de tous les temps aux États-Unis. C'est la scène où, après nombre de tergiversations et à la suite d'un long suspense à couper le souffle, Pat annonce à Bill qu'elle demande le divorce et que donc dorénavant, elle ne souhaite plus vivre sous le même toit que lui et qu'il doit donc déménager. Et c'est cette phrase-là, je vais vous la dire, et qui deviendra ultra populaire, c'est celle de Pat à son mari. Elle lui dit « Tu sais qu'il y a un problème ?» Et Bill répond « Mais quel est le problème ?» Voilà. Et je trouve que ça résume tout. Et Bill, il est vraiment comme ça. On a l'impression que tout lui passe au-dessus. Et au-delà d'une simple rupture, c'est, comme je vous le disais, l'illustration même d'un problème de société, celui justement de la place de la femme dans la société, qui est à cette époque en train de changer. Voilà, c'est l'émancipation de la femme. Les fillettes grandissent avec l'idée que tout est possible. Elles aspirent à être l'égale de l'homme. Et oui, elles peuvent travailler tout en ayant une famille. Le champ des possibles s'ouvre alors aux fillettes, aux adolescentes, aux jeunes adultes, mais aussi aux mères de famille.
Mais ce passage, que j'ai regardé et que je vais vous décrire, sachez-le, va littéralement jeter Pat sous les roues de la voiture de la vindicte populaire. Voici ce qui a été diffusé. Je ne peux pas vous les montrer à cause des droits à l'image. On voit Bill qui revient d'un voyage d'affaires en avion. Il est tout content de rentrer chez lui et de retrouver sa famille. Il ne sait pas que Pat va lui annoncer dès son arrivée au domicile qu'elle veut divorcer et qu'il doit partir. Il est alors attendu sur le tarmac de l'aéroport par l'un de ses fils. Ils font le trajet en voiture. Voilà Bill qui entre tout sourire chez lui et bim, Pat lui annonce qu'ils doivent discuter et elle lui annonce le divorce. Et on voit le pauvre Bill, qui venait juste d'enlever ses chaussures, les remettre direction l'hôtel. Mais il n'est pas non plus en larmes. Il a l'air de prendre les choses avec philosophie. Et cette scène va choquer les Américains. Et c'est pas le divorce en lui-même. Ça, d'une certaine manière, ils s'y étaient déjà préparés. Ce n'est pas le fond qui va leur poser problème, mais plutôt la forme. Pourquoi Pat ne l'a pas prévenu avant? Et aussi et surtout, pourquoi elle demande le divorce en plein milieu du salon alors que la plupart de ses enfants sont là? Pat est alors considérée comme une femme sans cœur, prête à tout pour la télévision. Or, vous pensez bien que tout ne s'est pas exactement passé comme ça, que Craig a un peu magouillé les choses, comme le feront d'ailleurs plus tard, dans une plus grande ampleur, les productions de télé-réalité du monde entier. Craig a effectivement soigneusement sélectionné les images. Et voilà ce qu'il s'est passé, et ça les Américains l'apprendront après la diffusion. C'est que Pat avait chargé son fils de prévenir Bill à son arrivée à l'aéroport, de sorte à ce qu'il n'ait pas de surprise en arrivant à la maison. Bon, ça lui sera quand même reproché, puisque pour beaucoup on ne mêle pas ses enfants à ses problèmes de couple, on les épargne. Ce sera d'ailleurs un immense regret pour Pat, et pas que. C'est toute la scène qu'elle regrettera, non pas le fond encore une fois, mais la forme. Quant à son fils qui devait prévenir son père, il ne l'a pas fait. Il témoignera plus tard que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il considérait que ce n'était pas à lui de le faire. Les problèmes d'adultes aux adultes, que chacun prenne ses responsabilités. C'était un peu des rebelles les garçons, hein. Et j'ai assez aimé leur côté thug life, gentil et bien éduqué à la fois. Et donc quand Bill arrive, on peut voir Pat visiblement angoissée. On peut voir qu'elle fait les 100 pas. Elle s'attend à ce que Bill sache déjà pour le divorce, sauf que non. Quand elle lui demande si son fils lui a parlé de quelque chose, elle se rend compte que non. Et le reste de la scène, vous la connaissez. Et il n'est fait mention nulle part dans le show que Pat et Bill se sont déjà séparés 4 fois par le passé. Mais ils se sont rabibochés, donc c'est déjà la 5e fois qu'ils ont cette discussion. Et c'est pas aussi dramatique finalement que ça en a l'air. C'est du déjà vu pour les Loud. Et les enfants qui vont et viennent ont l'air comme détachés, ce qui peut s'expliquer par le fait que ce n'est pas la première fois qu'ils voient leurs parents se séparer. Bill avait déjà quitté le domicile, mais ils sont loin d'être aussi détachés qu'ils n'y paraissent. Ils témoigneront plus tard dans le documentaire An American Family, 10 ans plus tard, sorti en 1983, que c'était quand même difficile comme moment. Qui veut voir ses parents se séparer? Qui veut voir sa famille vivre sous des toits différents? C'était donc un moment difficile, mais qu'avait-il comme autre choix que de faire bonne figure? Sa fille aînée, Delilah, témoignera qu'en voyant les images, à la télé, elle en a eu le cœur brisé, surtout la scène où sa mère avait été filmée par l'entrebâillement de la porte de sa chambre après l'annonce, alors qu'elle était de dos et qu'elle fumait une cigarette à la fenêtre en pleurant en silence. Elle a expliqué qu'elle, comme ses frères et sœurs, ne lui avait pas témoigné le soutien nécessaire à l'époque, qu'ils n'avaient pas évalué correctement la détresse de leur mère. Ils étaient simplement tristes de voir leur papa partir et n'avaient jamais imaginé que c'était difficile aussi pour Pat. Dans leur tête, si c'est elle qui divorce, c'est que c'est ok, c'est que ça lui fait pas grand-chose. Et ses chagrins, ses blessures, Pat, elle avait l'habitude de les garder pour elle. Elle ne voulait pas perturber ses enfants avec ses états d'âme. Et donc sa fille aînée était triste de ne pas l'avoir soutenue, de ne pas avoir vu sa peine, voire même son désespoir. Et elle a dit que tout le monde avait en quelque sorte, des années durant, ignoré le mal-être de Pat. C'était leur maman, alors qu'elle n'en restait pas moins une femme. Et l'autre moment marquant du show, et comme je vous le disais, le coming out de Lance. Lance, sachez-le, c'est vraiment la star du programme. Il est d'ailleurs considéré comme la toute première star de télé-réalité américaine. Une majorité d'Américains s'est attachée à lui, et cette scène de lui, roulant sur son vélo, en chantant une chanson dans sa tête, a marqué les annales. Et elle représente parfaitement Lance. C'est un esprit libre, un gentil garçon, peu conventionnel, certes, mais ô combien attachant. Mais comme l'avait prédit Alan, le caméraman, il était aimé par certains et détesté par d'autres. Mais une chose est sûre, il n'a laissé personne indifférent. Tantôt critiqué, tantôt salué, il est instantanément devenu une icône. En visionnant les épisodes, il a été déçu.
Selon lui, Craig a minutieusement sélectionné les images de sorte à le faire passer pour quelqu'un d'agaçant, voire même d'odieux, ce qui est aux antipodes de son caractère. On le voyait se maquiller, faire la fête, être extraverti, mais sa personnalité, sa vraie, avait été sacrifiée sur l'autel du sensationnalisme, selon lui. Il n'empêche, petite parenthèse, que les années suivant la diffusion, Lens connaîtra un incroyable succès. Il formera un groupe baptisé The Mumps, qu'Andy Warhol décrira comme le meilleur groupe de la scène underground new-yorkaise de l'époque, et qui d'ailleurs se produira de nombreuses fois au Max Kansas City. Lens réalisera aussi son rêve, à savoir rencontrer Andy Warhol. Il deviendra même un membre à part entière de la Factory et un ami proche d'Andy Warhol lui-même. Alors est-ce que c'est à Lens qu'on doit l'expression « le quart d'heure de gloire » qu'Andy Warhol, qui veut que, je cite, à l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. Elle désigne par là la célébrité fugace de ceux qui sont l'objet de l'attention des médias de masse. Attention qui disparaît aussitôt qu'un autre sujet accapare l'intérêt du public. Eh bien non, puisque Andy Warhol avait parlé de ce quart d'heure de gloire 5 ans avant la diffusion d'An American Family, il a juste été visionnaire. Et il s'est retrouvé face à un exemple concret de starification express d'un inconnu, à savoir Lens. Et sachez également, et on va reprendre, vous inquiétez pas, que la notoriété de Lens va perdurer dans le temps. Il s'illustrera dans la musique, le journalisme, il écrira des chroniques passionnantes pour les plus célèbres magazines. Et donc pour en revenir à l'émission, lors de la diffusion des premiers épisodes, les membres de la famille Loud semblaient satisfaits du travail de Craig. Pat lui avait même écrit une lettre de remerciement dans laquelle elle avait écrit « Je pense que vous avez traité le film avec autant de gentillesse que possible, tout en restant honnête. Je suis, en bref, tout simplement stupéfaite, extrêmement heureuse et fière. » Sauf qu'au fur et à mesure de la diffusion, ils ont changé d'avis. Ils se sont rendus compte qu'on ne parlait que de leurs problèmes, tant et si bien qu'ils avaient l'impression qu'on les faisait passer pour des gens bizarres, des gens problématiques. En axant les épisodes sur les problèmes et uniquement leurs problèmes, ils avaient la sensation d'être représentés comme des monstres de foire. Ils se sont sentis trahis quant aux images, elles étaient d'après eux manipulées. Comme quoi, dès le début de la télé-réalité, il était déjà question de manipulation de la production, de fake. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour tenir en haleine le téléspectateur. Sachez qu'il y a beaucoup de candidats de télé-réalité ici en France qui ont dénoncé les méthodes des productions. Pour ne vous citer qu'un exemple, quelle ne fut pas ma surprise, bon c'était il y a longtemps, d'apprendre que dans Secret Story, d'après certains candidats, la voix, alors vous connaissez le principe, chacun des candidats a un secret qu'il doit garder jusqu'au bout de l'aventure et la voix lance aussi parfois des défis aux candidats qui, s'ils sont relevés, font gagner de l'argent aux candidats, ça fait augmenter sa cagnotte que le gagnant et les finalistes empochent à la fin. Eh bien, des candidats se sont aperçus qu'on leur avait lancé des défis rocambolesques qui n'avaient pas été annoncés en tant que tels aux spectateurs. De ce fait, leur attitude bizarre était présentée comme émanant d'eux-mêmes, et non comme ce que c'était, à savoir un défi. Va embrouiller un tel, va dire ça dans son dos, fait ci, fait ça. Et ces pauvres candidats se retrouvaient jugés par le public et même détestés pour des actions qu'ils n'auraient, en temps normal, jamais commises. Et qui ne leur seraient même pas passées par la tête. Et une technique bien connue, c'est aussi de passer un extrait audio de ce que dit un candidat dans le confessionnal sur des images qui n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on entend souvent des cuts dans les émissions de télé-réalité. Et après, nous, en tant que spectateurs, on se dit « mais ça se fait pas ce qu'il a dit ». Mais oui, mais il parlait de toute autre chose. Et comme les candidats signaient des clauses de confidentialité, ils pouvaient même pas se défendre une fois l'émission diffusée, sous peine de pénalités financières, voire de poursuites judiciaires. Et ce n'est qu'après plusieurs années, lorsqu'elles ont expiré, que certains ont pu enfin parler, à l'instar de Morgan de Secret Story. Et je pense d'ailleurs que vous avez été nombreux à voir sa vidéo de l'époque. Dans le doute, je vous la mets en barre de commentaires. Donc, à en croire les Loud, Craig et son émission An American Family a à sa façon manipulé le récit pour qu'il paraisse plus burlesque qu'il ne l'était vraiment. Ce que Craig a toujours démenti. 15 ans plus tard, il a déclaré « Je soutiens chaque image de cette série ». Il faut comprendre par là que tout est vrai. Mais je comprends pourquoi elle a mis tant de gens mal à l'aise. C'était un film sur nous tous, sur la façon dont nous essayons tous et échouons généralement à donner un sens à la vie. Et plus tard encore, avec l'émergence de programmes de télé-réalité, disons, plus classiques, il a déclaré « Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de vraies personnes, mais ils scénarisent les émissions. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que de la télévision bas de gamme. » Donc, a priori, à l'entendre, il n'a en rien manipulé les images.
Et ce qui va relancer le débat sur la question, on va faire un petit saut dans le futur, on reviendra à nos moutons plus tard, c'est le film de HBO de 2011 intitulé Cinéma Vérité. Ce film met en scène un conflit entre le créateur de la série, Craig Gilbert, joué par James Gandolfini, et le directeur de la photographie, Alan Raymond, joué par l'acteur Patrick Fugit. Et le film suggère que Craig a peut-être monté de toutes pièces certains drames et qu'il aurait plus d'une fois dépassé les limites pendant le tournage d'An American Family. Il n'avait par exemple jamais démenti une rumeur selon laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse avec Pat Loud. Et ça a fait énormément parler à l'époque. Et lui, il a laissé faire, malgré les dénégations de Pat. Mais pour Craig, tout est bon à prendre tant qu'on parle de son émission. Et ce n'est que bien des années plus tard qu'il démentira enfin les choses. Sachez qu'Alan Raymond et sa femme Suzanne étaient consultants sur ce film d'HBO et ils ont déclaré que, dans l'ensemble, Craig avait été fidèle à la réalité, mais qu'il n'a pas pour autant été irréprochable. Ils ont déclaré, je cite, « Nous étions en désaccord avec Craig sur le traitement de la famille. Il y a eu de nombreuses confrontations où nous avons essayé de soulever la question de savoir si l'expérience n'était pas en train de dévier de sa trajectoire. » Quant à Craig, à la sortie de Cinéma Vérité, qui le présentait comme un producteur manipulateur, il s'est insurgé, il était outré, il a déclaré « Je n'ai rien écrit, je n'ai rien fait, je n'ai rien négocié, je n'ai rien manipulé. » Et selon lui, Cinéma Verita est de la pure fiction et on lui fait simplement payer le fait qu'il ait été le géniteur de la télé-réalité moderne tant décriée. Avis partagé par Alan et Suzanne Raymond, on ne peut selon le couple en aucun cas parler de manipulation telle qu'on les connaît de nos jours. Son travail n'était pas parfait, mais il n'en restait pas moins, selon eux, honnête intellectuellement. Bref, sachez qu'à la diffusion d'An American Family, les plus teigneux, c'était les journalistes. Selon les Loud, les Américains étaient adorables. Ils avaient reçu des milliers de lettres de soutien. Lorsqu'ils croisaient les Américains dans la rue, ils étaient toujours gentils avec eux. Ils ont reçu énormément d'amour, ce qui contrastait terriblement avec les articles corrosifs, diffamatoires de certains médias, le New York Times ayant été le plus ignoble selon eux. Ils étaient décrits comme des imbéciles sans la moindre intelligence. Lance était même décrit comme une fleur pourrie. Voilà, ils font mal à l'Amérique. Lance déclarera plus tard « La télévision a dévoré ma famille. On voulait montrer au public de la télévision américaine à quel point notre famille était forte et unie en toutes circonstances. Pas une famille fracturée. » Quant à Pat, elle a vécu tout ça comme une humiliation. Voilà, voir sa famille traîner dans la boue et avoir exposé ses enfants à tout ça, ça a été un grand regret pour elle. Quant à Bill, il est fidèle à lui-même. Il dit n'avoir retenu que l'expérience en elle-même, qui était cool. 10 ans plus tard, Lance a demandé au couple Raymond de faire un reportage sur l'expérience. Il estimait que ni lui ni sa famille n'avaient eu l'occasion de dire leur vérité et il voulait aussi mettre en garde les plus jeunes. On apprend dans ce reportage que le mode de vie de Lance avait eu raison de lui, en quelque sorte. Après le tournage d'An American Family, il est devenu à la méthamphétamine et il avait contracté le VIH à cause de ses relations insouciantes. Dans ce reportage, on apprend également que Bill s'est remarié, que Pat est devenue agent littéraire, elle a déménagé auprès de Lance et de Michelle à New York, mais qu'elle ne s'est jamais remariée, quand bien même elle avait fait quelques rencontres. Et la question qui obsédait littéralement les Raymond, rappelez-vous, c'était en 1983, il faut se remettre dans le contexte, c'était pourquoi Pat n'était pas mariée et pourquoi aucun de ses 5 enfants, qui étaient pourtant âgés entre 23 et 31 ans, n'était pas marié non plus. Alors Kevin, pourquoi t'es pas marié? Pourtant t'es devenu un brillant homme d'affaires quand même depuis. Et toi, Grant? C'est bizarre, non? Delilah, Michelle, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas un peu raté votre vie? Je caricature un peu, mais c'était un peu ça. Et les enfants devenus adultes expliquaient que, la vie, on fera tout ça plus tard, il n'y a pas le feu. Là, on se construit professionnellement. Mais ils ont aussi expliqué que le divorce de leurs parents les avait impactés. La leçon qu'ils en avaient tirée, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et leur hantise, c'était le divorce. Ils étaient marqués, profondément marqués, et ils ne voulaient pas reproduire le schéma de leurs parents, faire les choses trop vite, trop tôt. En gros, ils expliquent que si on n'est pas soi-même structuré mentalement, si on est encore en train d'évoluer et de finalement changer, ce n'est peut-être pas le bon moment. Et j'ai trouvé leur discours vraiment mature
et en avance sur leur temps. Et Pat était la plus montrée du doigt. Mais Pat, le fait de ne pas être grand-mère, est-ce que ça vous donne pas envie de pleurer sous votre couette tous les soirs? Et Bill, il s'est remarié, mais vous non? Vous n'avez pas comme une douce impression d'avoir raté votre vie? Bon, je caricature encore un peu les choses, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et Pat, dans ce reportage, explique bien qu'elle aime sa vie, qu'elle a désormais une vie sociale, qu'elle a enfin l'impression de vivre sa vie pleinement. Mais elle a expliqué que malgré ce qu'on pouvait penser, sa famille avait toujours été discrète avant l'émission. Et que ça a été dur de voir tout le monde tout commenter. Pourquoi ci et pourquoi ça? Et voir tout un pays commenter son divorce, ça a été extrêmement dur pour elle. Elle a dit qu'avec le recul, elle n'aurait jamais entraîné ses enfants là-dedans, que ce qui était le plus dur, c'était les critiques des médias, n'est pas vraiment celle qui la concernait elle, mais plutôt celle qui concernait ses enfants. Et quant à Bill, fidèle à lui-même, il dit dans le reportage avoir apprécié l'expérience malgré tout, qu'après le divorce, les 5 années qui ont suivi l'émission, il a été pas mal égoïste, voilà. Il n'a pensé qu'à lui, a vécu sa vie de célibataire comme il l'entendait, sans pour autant jamais oublier sa famille. Et ce qui en ressort, c'est que les Loud étaient vraiment soudés. Et vous verrez, ils le resteront jusqu'à la fin. C'est vraiment des liens purs et sincères qui les unissent les uns aux autres. Et c'est en ça qu'à mes yeux, c'est une famille parfaitement imparfaite et loin d'être dysfonctionnelle comme elle avait été présentée à l'époque. Bill a témoigné que son seul regret était que tous ses enfants, à l'exception de Kevin, n'aient pas terminé leurs études. Et ce qui l'avait le plus perturbé, c'était le mode de vie de Lance. Quand il parle de Lance, qui est au moment du tournage toujours aussi addict et malade, pour la première fois, on voit le visage de Bill se transformer. Il a un peu le flegme à l'anglaise, en temps normal. Rien n'a jamais l'air bien grave à ses yeux. Mais là, quand il parle de Lance, on sent qu'il est touché au plus profond de son cœur. Il a dit, je cite, enfin à peu près, je détestais son mode de vie, pas son orientation amoureuse. Ça, c'était sa vie. Je n'avais pas mon mot à dire. Mais son mode de vie à New York, je l'ai détesté. J'ai détesté ça. Tu m'étonnes, il a vu son fils sombrer dans les addictions, et je pense que seules les familles qui ont connu un proche sombrer de la sorte savent. Cette impuissance a arrangé les choses, malgré toute la bonne volonté du monde, et voir son proche sombrer. Et on apprend dans le reportage une anecdote que j'ai trouvée adorable. C'est Pat qui la raconte. Elle raconte que Lance était si obsédé par Andy Warhol que dès l'âge de 12-13 ans, il lui écrivait sans arrêt. Il lui envoyait des lettres presque quotidiennement. Lance a lu des extraits. C'était mignon. Dans ses lettres, il disait « Oui, Andy, tu devrais faire ça. Un jour, on tournera ensemble. Et puis, tu sais, j'ai pas aimé ci et j'ai bien aimé ça. » Et Lance en rigolait dans le reportage. Il a trouvé qu'il se prenait drôlement au sérieux pour un simple gamin. Et donc, Pat explique qu'un soir, tard dans la nuit, le téléphone a sonné. Elle était contrariée. Elle s'était dit « Mais qui peut bien appeler aussi tard ?» Alors, elle a répondu. Et la voix au bout du fil lui a dit « Bonjour, je m'excuse de vous déranger, puis-je parler à Lance ?» Alors toujours aussi contrariée, Pat lui a dit « C'est qui ?» Il dort. Et quand elle a entendu « C'est Andy », elle a tout de suite su que c'était Andy Warhol. Elle n'en revenait pas. Elle s'est précipitée réveiller son fils qui a passé des heures à parler avec son idole. Et ça s'était arrêté là. Et j'ai trouvé cette anecdote donc adorable, surtout à contre-courant du côté un peu froid d'Andy Warhol, de l'idée que je me faisais de lui. Bref, on apprend que Kevin est devenu commercial dans le domaine du pétrole. Delilah, elle travaillait à ce moment dans l'audiovisuel, en coulisses. Sa cadette, Mitchell, est quant à elle devenue créatrice de mode. Lance travaillait en tant que journaliste pour les revues majeures de l'époque. Quant à Grant, il avait un groupe de musique et il s'était lancé dans une carrière d'acteur et il avait tourné pour nombre de publicités commerciales. Mais n'allez pas croire que la boucle était bouclée. Non, les Raymond ont reçu bien des années plus tard une lettre de Lance. Dans cette lettre, Lance leur demandait de faire un reportage. Un ultime reportage avant qu'il ne rende son dernier souffle. Lance était alors âgé de 50 ans. Il était mourant à cause d'une hépatite C causée par le VIH. Et il voulait un reportage sur l'émission en toute transparence. Il avait écrit dans sa lettre au Raymond. Et pour les détracteurs qui prétendent que An American Family nous a révélés comme des crétins vides, sans amour et indifférents, des années 70 matérialistes, cette image sera démentie lorsque papa et maman se remarieront. Ne vous y trompez pas, je ne veux pas souligner la tristesse de ma disparition imminente, mais plutôt l'amour de ma famille et de mes amis. Quand mon heure viendra, je veux être filmée parce que la vie m'a beaucoup appris cette année passée. Je suis également un modèle de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Fin de citation. Les Raymond ont hésité. Ils s'étaient jurés de ne plus impliquer les Loud de la sorte. Ils estimaient qu'ils avaient longtemps été utilisés par les médias, qu'ils leur ont fait du mal. Mais sur l'insistance de Lance, ils ont accepté.
Et j'ai regardé ce reportage et j'avoue que j'en ai rarement vu d'aussi poignant. Déjà, on voit un Lance complètement transformé physiquement. Il est tellement digne. Il a toujours ce même sens de l'humour qui fait son charme. Et il est d'une sagesse incroyable. Il explique que se montrer dans son état, c'est pas facile pour lui. Il aurait aimé qu'on se souvienne de lui roulant sur son vélo, libre, heureux et insouciant. Mais que le résultat, le vrai, c'est l'actuel. Il explique qu'il a perdu 20 ans de sa vie à lutter contre ses addictions et que quand il s'en est enfin sorti, eh bien c'est là qu'il a appris qu'il allait, tôt ou tard, mais surtout tôt, mourir. Il a dit qu'il avait appris ça quand il avait enfin repris goût à la vie, vu quelle merveille était la vie. Il a dit qu'il aurait aimé vivre plus longtemps, qu'il profitait de chaque jour comme si c'était le plus précieux. Il n'a pas dit combien de temps il lui restait dans le reportage. On sent que c'est malgré tout quelqu'un de pudique. Et pour une raison ou une autre, il n'arrivait pas, malgré les questions lourdes et insistantes d'Alan, il n'arrivait pas à le dire. Alan, après avoir insisté, lui a demandé s'il lui restait dans les 6 mois. Ce à quoi Lance a répondu « oui, à peu près ça ». Lance savait qu'il profitait de ses derniers instants sur Terre. Il est d'une douceur, d'une intelligence. Quand j'ai vu embrasser son chat avec tant d'amour et de délicatesse, j'ai versé ma larme. C'est véritablement, comme il est décrit, un homme d'une sensibilité à couper le souffle. Et d'ailleurs, Bill, le papa, dira qu'avec le recul, il a comme ignoré la sensibilité, l'extrême sensibilité de son fils. Et qu'à ses côtés, il aurait agi différemment. Et que peut-être que d'une certaine manière, il aurait connu une autre vie, sans les addictions. Au moment du reportage, c'est sa petite sœur Mitchell qui s'occupe de lui. Elle, par contre, elle n'a pas réussi à retenir ses larmes, ni Pat, la maman, ni même Bill, que j'ai vu pleurer face caméra pour la première fois. Et donc Lance a lancé face caméra. Vous verrez que tout le monde s'est trompé sur mes parents, qu'ils vont être de nouveau réunis. Et il avait une étincelle dans le regard quand il disait ça. Dans le reportage, on apprend que Bill a divorcé après 6 ans de mariage et que Pat ne s'est jamais remarié, que ses enfants sont pour la plupart, alléluia pour les Raymond, mariés, mais pas encore parents. Alors rebelote, on a demandé à Pat si le fait de ne pas avoir de petits-enfants ne lui donnait pas l'impression d'avoir raté sa vie, et si elle ne pleurait pas chaque jour que Dieu fait sous la couette. Encore une fois, je charrie un peu, mais c'était quand même un peu ça. Hein. Et même si les uns habitent ici et les autres là, les Loud sont restés plus soudés que jamais, Lance est en plein tournage, quelques semaines après ces images. C'était le 22 décembre 2001, à l'âge de 50 ans, et le reportage se termine avec ses obsèques émouvantes. Et on peut dire que là, oui, la boucle est enfin bouclée. À la diffusion du reportage, Alan, le caméraman, a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas là d'une tentative de la part de Lance de réécrire l'histoire. Il a dit, je cite, « Lance a toujours été son propre critique le plus sévère. Il avait tendance à avoir une vision plutôt triste de sa vie. » Moi, j'ai remarqué que souvent les personnes hypersensibles voient les choses un peu comme ça, sont très très critiques à leur égard et ont peut-être une façon de voir la vie que je dirais des plus réalistes, mais peut-être voir un peu trop le côté triste. Bon, je dis ça en tant qu'hypersensible, les amis. Quant à Bill et Pat, ils ont respecté la dernière volonté de Lance. Ils lui avaient fait la promesse de revivre ensemble. Et oui, Lance ne rêvait que d'une chose, que ses parents emménagent à nouveau sous le même toit. C'était devenu des papiers des mamies. Et c'est ce qu'ont fait Bill et Pat. Certes, ils n'étaient plus ensemble, mais ils s'entendaient toujours aussi bien. Et donc je pense qu'ils l'ont fait avec sincérité et envie. Et cette volonté de Lance a poussé certains critiques à se demander si la présence des caméras de télévision, 12 heures par jour, bon, je caricature quand je dis 12 heures par jour, hein. C'était du matin au soir, quoi. Des mois durant, n'avait pas provoqué la rupture définitive d'un mariage déjà tendu, mais qui aurait pu être sauvé, si tout n'avait pas été amplifié par un tournage intense, dont le but était justement de mettre en lumière les problèmes du couple. Et comme l'a dit Bill lui-même, qui sait? Qui peut savoir? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Bill Loud est mort en 2018, à l'honorable âge de 97 ans. Pat est morte 3 ans plus tard, un peu à la manière des inséparables, je trouve, à l'âge de 94 ans. Et les deux étaient devenus grands-parents depuis des lustres. Quant aux enfants, Kevin, il est aujourd'hui âgé de 71 ans. Grant est aujourd'hui âgé de 70 ans. Delilah, de 69 ans. Michelle, la petite dernière, de 67 ans. Et ils ont connu des carrières brillantes. Ils se sont épanouis professionnellement. Ils sont toujours en vie, entourés de leur famille, et sont donc, à ce jour, les toutes premières stars de la télé-réalité américaine.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette capsule temporelle comme je l'ai appréciée, que les Loud vous ont touché comme ils m'ont touché. Encore une fois, je trouve que c'est la famille imparfaite, la plus parfaite. Je l'ai trouvée extrêmement touchante. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.